Good Morning Business. Le débat. Il n'est pas gentil, Nicolas Dose. Il dit que le sujet n'est pas très inédit ce matin. Bah oui, on va parler des banques centrales et de 10. La Fed a augmenté ses taux hier de 25 points de base. Est-ce qu'on est encore crédible aujourd'hui quand on est un banquier central? Jean-Marc Daniel, je vous pose la question. Je sais que vous allez me dire du mal. je le sais à l'avance. Qu'il soit crédible, non, en fait. Vous savez, il y avait la formule célèbre de Greenspan qui disait: si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Oui. Ouais. Mais donc, maintenant, il y a ChatGPT aussi, qui va nous aider à décoder. Et alors là, maintenant, c'est plutôt: si vous avez compris ce que je fais, c'est que je suis mal inspiré. C'est n'importe quoi avec un prétexte, qui est un prétexte qui est l'inflation, alors que celle-ci, donc la hausse des prix, n'arrête pas de reculer. Et quand on regarde autour de la Réserve fédérale, les autres banques centrales commencent d'ailleurs à développer des discours qui sont assez radicalement opposés à ceux de la Banque centrale des États-Unis, voire de celle d'Europe. Il y a 3 banques centrales qui ont pris des décisions en Asie au mois d'avril, celle d'Indonésie, celle de Corée du Sud et celle d'Inde. Et ces 3 ont maintenu leur taux, et celle de Corée a indiqué que de toute façon, vu ce qu'était l'inflation, la hausse des prix, et comme c'est pas une inflation au sens traditionnel du terme, etc., je ne vais pas reprendre mon raisonnement, on arrête à 3,5%, et puis à ce moment-là, on a stabilisé. Là, on est à 5 aux États-Unis. Aux États-Unis, on est à 5. Et 3,5%, c'est en Corée du Sud. Et en Inde, la Banque centrale a dit: écoutez, nous, ce qu'on va regarder maintenant, c'est plus les taux d'intérêt, c'est la politique budgétaire, et de voir effectivement si nous allons continuer à acheter la dette publique ou si nous allons demander à l'État de prendre un certain nombre de mesures pour redresser ses comptes. Alors le plus spectaculaire dans tout ça, ça reste la Turquie, puisque en Turquie, l'inflation était au mois d'août de 85%. Donc là, c'était lourd. Le taux d'intérêt était de 14%. Et il y a eu 2 grandes décisions qui ont été prises. La première décision, ça a été de réactiver un édit de Constantin à Istanbul, puisque Constantin, c'est l'héritier de Constantinople qui a été créé par Constantin, qui créait des restaurants pour pauvres, donc gérés directement par l'empereur, en l'occurrence par la municipalité d'Istanbul. Et la deuxième décision, c'est de commencer à baisser les taux. Et donc on est à 8,5% à la Banque de Turquie. Et le taux d'inflation est devenu quoi? Mais il est devenu 50%. Et pourquoi il est devenu 50%? Parce que l'essentiel de l'inflation était lié à la hausse du prix de l'énergie, et qu'en Turquie, comme partout dans le monde, le prix de l'énergie n'a pas arrêté de baisser. On vient de le voir encore sur le pétrole. Donc c'est vraiment, si vous avez compris ce que je fais, c'est que je suis mal inspiré. Alors à ce degré-là, je pense que c'est la crédibilité qui finit par devenir un problème. Il est dur, baisser les taux pour faire baisser l'inflation, c'est un peu contre-intuitif, Nicolas. Et c'est exactement ce qu'explique Jérôme Stiglitz dans Les Échos. Ouais. Il dit là, aujourd'hui, la Fed, alors, il est très critique vis-à-vis de la Fed depuis le début. Là, aujourd'hui, il dit qu'elle a perdu sa crédibilité, car en fait, elle a accéléré une crise bancaire qu'elle a elle-même générée en augmentant les taux. Et il cite d'ailleurs directement Jérôme Powell, et là il considère que les hausses de taux peuvent être effectivement contre-productives, parce qu'elles restreignent le crédit, elles raréfient l'immobilier, et elles entraînent une hausse des loyers. Et donc finalement vous avez un phénomène d'inflation des loyers aux États-Unis lié à une hausse des taux de la Réserve fédérale. Le loyer est un baromètre très très observé sur le sol américain, beaucoup plus que chez nous. Maintenant, si on en revient à la Banque centrale européenne, je pense qu'elle prend à peu près la direction, peut-être pas de la Turquie, mais la direction de ceux qui vont ralentir les hausses et probablement se maintenir pendant 1 an ou 2 à un niveau relativement, enfin le niveau actuel. Donc il y a toutes les raisons. Aujourd'hui, j'ai regardé, il y a plus d'arguments pour décider d'augmenter moins les taux et moins vite en Europe qu'il n'y en avait il y a encore quelques mois. Notamment l'inflation sous-jacente, celle où vous retirez les éléments volatiles, qui sont les prix de l'alimentaire et les prix de l'énergie. En avril, elle baisse en zone euro. De 0,1 point, oui. Passe de 5,7 à 5,6. On a une nouveauté, ça a quand même été la fragilisation du secteur bancaire, même si en Europe on peut considérer qu'on est pour l'instant préservé. La croissance faible, on a eu une croissance en zone euro au premier trimestre de 0,1 point pour le PIB de la zone euro. C'est quand même pas beaucoup. Après, il y a un ralentissement du marché de l'immobilier, un ralentissement du marché du bâtiment, et des éléments BCE qui ont 48 heures sur un vrai recul de la production de crédit. L'objectif d'une hausse de taux, c'est bien justement de freiner la production de crédit. Et puis enfin, les anticipations de l'inflation, qui sont quand même un élément clé aussi des prises de décision de politique monétaire, restent finalement à des niveaux assez bas. Il y a toutes les raisons d'imaginer qu'aujourd'hui, on va faire pas plus de 25 points de base. Peut-être qu'on ira, alors on sera à 3,25 en taux de dépôt. On va peut-être jusqu'à l'été à 3,5, 3,75. Tout le monde pense qu'à 3,75, tout s'arrête, que ça va rester comme ça pendant 1 an et demi. Après, il y a un autre sujet, c'est la rapidité de réduction du bilan de la Banque centrale. Aujourd'hui, on est à 15 milliards
par mois. Est-ce qu'on va aller plus loin? Parce qu'il y a toujours la pression des frugaux. En Turquie, il y a un seul État. En zone euro, il y en a beaucoup plus. Donc il faut contenter tout le monde. Alors c'est sur ces différents éléments que ça va se jouer. Mais là, on sait qu'une décision de politique monétaire, ça met entre 15 et 18 mois à se voir concrètement dans la vie économique du pays. On commence à en voir les effets sur la production de crédit et sur des marchés clés qui sont le marché de l'immobilier ou de la construction. Il y a quand même tous les éléments pour imaginer que ils vont peut-être être plus inspirés qu'on ne le pense. Et Jean-Marc, Christian. Oui, non, ce qui me frappe le plus, c'est ce que je trouve à titre personnel assez désagréable, c'est que je suis d'accord avec Stiglitz. Ah. Et ça. Écoutez, il y a des psychologues pour ça, Jean-Marc. Oui, absolument. On peut mettre une ligne rouge en place pour vous aider à passer. On parlera chômage, Jean-Marc, à 7h50.